الأشخاص في إدارة هذه الجلسة، خصوصا جلسة تتميز بالسادة الأساتذة الذين سيقومون بعروض علمية، وهؤلاء الأساتذة سأقدمهم لواحد بصفته وباسمه. سعيد كذلك أن أكون من ضمن الأطر التي ساهمت في تنظيم هذا اللقاء، والفضل يرجع بالخصوص إلى الأستاذة سناء الرشدي، فالشكر الجزيل لها على هذا اللقاء أولا، وكذلك الشكر لها لأنها نجحت على عدة مستويات. نجحت على مستوى اختيار عنوان اللقاء، وكذلك نجحت في اختيار المشاركين، نوعية المشاركين والمشاركات في اللقاء، فلها تحية وتقدير على هذا المجهود. بداية أعتقد أولا أدير هذه الجلسة وأنا غير متخصص، وبالتالي يعني دوري سيبقى محدودا فيما هو يعني تسيير تشكيلي للجلسة. نبدأ بالسيد العميد الأستاذ خالد أزهر، بالإضافة إلى صفته الإدارية عميد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية دار المعراج، بالإضافة إلى هذه الصفة التي نختص بها بطبيعة الحال، فهو خبير أولا في العمل البيداغوجي من خلال ترأسه لشعبة اللغة الألمانية مدة ما يزيد عن 16 سنة. بالإضافة إلى هذه الخبرة البيداغوجية، فالرجل هو أولا وقبل كل شيء باحث في عدة مجالات. اهتم أولا بالصورة وعوالم الصورة، اهتم بأدب الرحلة، خصوصا النصوص الألمانية التي يعني ترجمت للرحلة المغربية. له عدة مؤلفات، منها أدب الرحلة، منها صورة المغرب في النص الألماني. له عدة ترجمات لنصوص ألمانية تهتم بالرحلة. له عدة مقالات كذلك، وهو الآن يهتم بمجال أوسع يتعلق الأمر بهذا التفاعل الثقافي الذي نجده ما بين الثقافة الألمانية واللغة الألمانية وتأثيرها وتفاعلها وتلاقفها كذلك مع الثقافة العربية بشكل عام. إذا لن أطيل عليكم وأعطيه الكلمة، فليتفضل مشكور. Je remercie ma collègue Oussana Al-Rashdi. Alors je disais tout d'abord, je remercie ma collègue Oussana Al-Rashdi qui m'a invité à parler sur ce sujet. J'ai abordé lors de mes recherches sur les récits de voyage de voyageurs germanophones sur le Maroc du 19e siècle et du début du 20e siècle, et que j'ai approfondi avec mes étudiants de master sur l'image du Maroc dans les récits germanophones du 19e siècle. Alors si je voulais résumer les travaux en général concernant le Maroc et concernant plus spécifiquement la communauté juive du Maroc, je pourrais dire, ça se résume en deux points essentiels. Le premier, c'est que tous les récits de voyage se sont intéressés aux juifs du Maroc. Vu leur importance quantitative et qualitative, ils ont tous les voyageurs ont consacré quelques pages à cette communauté de la population du Maroc. Car
se faisait déjà au port de Tanger, où ces juifs travaillaient soit comme porteurs, soit comme interprètes et traducteurs. Donc il fallait absolument passer par le composant hébreu pour avoir accès à la population, à l'ethnographie du Marocain. Déjà, William Lamprière, en 1791, il a publié son récit en 1792, leur réserva quelques pages du premier chapitre lors de son voyage à Taroudat. Il parlait plus en détail des Juifs de Marrakech, de leurs mœurs, de leurs habitudes, de leurs conventions, de leurs cérémonies de mariage, de leurs funérailles, de leurs habits, de leurs femmes. On trouve plus de détails au chapitre 8, au 8e chapitre. Le deuxième point, c'est que les récits ne sont pas unanimes quant au traitement réservé aux Juifs. Quelques voyageurs les ont décrits comme sujets de vexation, alors que d'autres ont relaté une symbiose et une cohabitation paisible entre musulmans et juifs. Ils étaient libres, par exemple, de faire le commerce et d'exercer l'artisanat sans condition. L'un des voyageurs, du nom de Pitch, Ludwig Pitch, explique le fait que les Mérinides avaient bâti leur palais au XIVe siècle à proximité du Mellah comme symbole de bonnes relations. Il continue en disant que Tanger n'avait même pas de Mellah. Les Juifs de Tanger vivaient allègrement, librement, mélangés à la population musulmane ou bien même chrétienne. Alors les Juifs habitaient tous les quartiers sans aucune restriction. Ça c'est déjà un élément de tolérance. Aucune ville ne leur était interdite. Et même à Ouassane, qui était considérée comme une ville sainte, parce qu'il y avait le symbole islam de Ouassane, on trouvait les Juifs. Même dans cette ville, il y avait des Juifs qui vivaient mélangés avec les Marocains, même si des fois il y avait bien sûr des points de concomitance, de conflits, où il y avait des conflits, mais ils restaient observés comme étant ou bien comme faisant partie de la population marocaine. À l'arrache, ils constituaient même le 1/3 de la population de la ville. Le Ludwig Pitch, toujours, trouvait en eux un pont. Il les a qualifiés comme ça, je cite ma traduction. Il parlait de pont, enfin les Juifs étaient un pont entre l'Europe et l'Afrique, entre l'islam et le christianisme. Et si on remonte un peu plus loin, on va même trouver que le récit du voyage néo-africain ne parlait même pas de l'Illah. C'est qu'il n'accordait pas d'importance à ce lieu, parce que pour lui, ce n'était pas significatif. De Foucault arriva à la ville, ça veut dire à Marrakech, en octobre 1883. Il parlait de l'inexistence de l'Illah. Horowitz, ce voyageur, c'est un voyageur allemand, il était de confession juive, il s'est érigé en tant qu'avocat pour défendre justement les Juifs. Alors il nous parlait de leur sédentarité au Maroc et en Afrique du Nord, et ce depuis des temps anciens. Ils montent jusqu'au 6e siècle après. Goldnever nous relate leur liberté d'action à Souera et à Asfi. C'est la page 199, tout est bien documenté pour les gens qui voudraient après voir pour la publication, pour avoir des passages qui les intéressent. Quelques voyageurs ne comprenaient pas, même à Fès. Ça c'est intéressant. Il y a quelques voyageurs allemands ne comprenaient pas que Fès, comme cité d'islam, comme capitale de la spiritualité au Maroc, pouvait tolérer l'existence de Dieu. Il y a même un autre voyageur qui disait que c'était Mouledélis qui aurait, en conditionnel, qui aurait invité les Juifs à venir s'installer à Fès. Artbauer, page 24, et Ademansfeld, ils décrivaient les privilégiés des Juifs protégés. Ça, c'est
c'était spécialement pour les juifs protégés. C'est vers 1902-1903 qu'on a commencé à parler de juifs protégés. Une Allemande du nom de Bettina Marx parlait de leur protection selon la Convention de 1767. Mais pour les juifs, quand j'ai fait quelques recherches, ça ne se référait pas aux juifs du Maroc. La convention selon laquelle les juifs du Maroc devaient vivre en paix, plus ou moins, ou bien plus allégés, plus en liberté, c'était la convention osmano-française de 1535. Alors notre voyageur Sternberg, il ne parle que de choses positives. Page 22, il parle de leur traitement positif, et c'est ce qui les aurait encouragés à venir, à émigrer d'Espagne vers le Maroc. Parce que sinon, ils seraient émigrés ailleurs. Ils auraient émigré ailleurs, pardon. Il parle de la protection directe du sultan comme un privilège et comme un symbole de tolérance et de vivre ensemble, de cohabitation paisible entre Marocains et entre Marocains de confession musulmane et Marocains de confession juive. Les Juifs du Maroc célébrèrent même la victoire des musulmans sur les chrétiens lors de la bataille des Trois Rois. Ils appellent cette cérémonie Pourim des chrétiens. Mourad Oussérou note qu'au Maroc, il y a plus de 600 saints juifs. Mojbel Asfar, Sidi Billah Place à Marrakech, Oulad Nzmiro à Asmi, Omar Boudiouane à Ouazzane. Donc tout ça montre que ces juifs avaient la possibilité de vivre au Maroc sans vexation, sans conflit et sans peur. Au temps des Saadiens, il y avait même des Tujjar Sultan, les commerçants du sultan. Ça, c'est un titre qu'ils pouvaient avoir. Et Bettina Marx relate ça sur à peu près 5 pages. Alors maintenant, si je veux voir un peu. Alors ça, c'est des exemples de supports bibliographiques. Ce qui serait intéressant pour vous, peut-être, c'est le livre de Bettina Marx, 1991. Elle l'a consacré aux Juifs du Maroc, presque 3 quarts, et 1 quart aux Juifs d'Europe. Alors maintenant, si on veut voir sur le côté politique, parce qu'on ne peut pas parler de vivre ensemble et tout ça si ce n'est pas politisé, s'il n'y a pas des décisions qui vont canoniser ce vivre ensemble. Alors déjà, l'article 12 de l'ébauche du projet de constitution de 1908, ici au Maroc, c'est juste un projet de constitution, on trouve cette phrase. La qualité de Marocain est attribuée à tout sujet de l'État chérifien, musulman ou non. Ça veut dire qu'il y avait des non-musulmans, mais on les a pris en considération. Je fais un saut toujours dans la Constitution et je vois la Constitution révisée de 2011, dont le préambule a été en partie cité ce matin par M. le Président, et qui nous dit État musulman, le Maroc, souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le royaume entend préserver dans sa plénitude et sa diversité son identité nationale, une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques, amaziennes et sahara-islamiques, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africains, mongols, hébraïques et méditerranéens. Alors déjà, le fait de dire nourri, enrichi, ça veut dire beaucoup de choses. Que dans la rencontre avec l'autre, dans le contact avec l'autre, il y a certainement l'enrichissement et la nourriture. Alors la population marocaine, comme tout le monde le sait, a toujours été une mosaïque. Ce n'est pas neuf ça. Il y a toujours eu des berbères, des juifs, des arabes, des haratins. Bien sûr, j'ai mis ici aucune hiérarchie de classement, parce qu'avant j'avais mis, entre nous, j'avais mis juifs tout à fait après les haratins. C'est pourquoi j'ai mis aucune hiérarchie de classement. Pour ne pas croire que c'est une subvention qui nous
voudrait ici la population juive d'Abraham. Alors l'identité marocaine est tout ceci. Messi, un historien, un ex-doyen de la faculté de Saïs, il écrit une introduction pour le livre de Assalam, et il nous dit la traversée du texte de Robert Assalam, la traversée du texte laisse l'impression que l'auteur, tout en s'attelant à lire le passé, parfois difficile de la communauté juive de Fès, voudrait laisser se développer l'idée que malgré tout, parce que comme on dit en arabe, même avec soi, même entre Marocains, on n'est pas même entre Marocains musulmans, même les membres d'une seule famille, soi-disant homogènes, entre parenthèses, vivent de temps en temps des frictions. Alors il nous dit malgré tout, la ville de Fès, sans être une vraie Cordoue du temps, d'Ibn-Rushd et de Maïmonide, était une cité de tolérance où il faisait malgré tout bon vivre pour un juif facile. Très important, un juif facile. C'est-à-dire on lui accorde ce qui montre déjà cette je n'aime pas le mot tolérance, parce que Goethe avait dit il faut vivre avec l'autre et non pas le tolérer. Parce que déjà tolérer, c'est déjà faire un effort. Donc c'est pourquoi je n'aime pas beaucoup ce mot de tolérance. Donc déjà le fait de lui attribuer le titre, le qualificatif de facile, le rendre facile, alors que les gens qui sont de Fès, ils savent qu'avant, il y avait Kanzadun Arab. C'était pas facile d'accepter quelqu'un qui venait d'autres. D'ailleurs, alors accepter et dire juif facile, c'est déjà un effort, pas un effort, mais déjà une préparation psychologique à accepter l'autre, à vivre avec l'autre. Alors, tolérance et intolérance, bien sûr. Il ne faut pas toujours voir la tolérance, il faut aussi voir les moments difficiles. Alors, la Dar al-Magana, la ruelle où habitait pendant quelques années le médecin philosophe Maïmonide, prouve que juifs et musulmans partagèrent longtemps le même espace. Parce que déjà vivre dans la Médina, où il y avait des sanctuaires, où il y avait les lieux de culte, où il y avait les mosquées, les mausolées, tout ça, ça montre qu'il y a une acceptation, un vouloir vivre avec l'autre. Alors ça, moi je l'ai écrit ici, ça c'est de la tolérance. Par contre, la tolérance, on la trouve aussi. L'isolement des Juifs dans un milieu fut tardivement au XVIe siècle. Et là, le fait de les isoler, ce que Bernard Louis Lewis parle de liberté de vivre où on veut, il parle aussi de séquestration, d'emprisonnement, d'isolement. Assalam, oui, il nous dit qu'on ne saurait séparer la ville juive de la Fès musulmane. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de mur. Justement, dernièrement, on parlait tout le temps à la télévision et dans les médias du mur de Berlin. Et c'était quel mur? Alors qu'au Maroc, il n'y a jamais eu de mur entre les deux communautés. Le monopole de commerce. Aussi, il faudrait le voir des deux côtés. C'est une bonne chose parce qu'on les laissait travailler comme ils voulaient, on les laissait exercer les commerces, l'artisanat et tout ça, mais en même temps c'était un monopole, c'était une monnaie de force. Alors Ibn Battuta ou Ibn Khalid, ils attestent de l'activité commerciale des Juifs de Fès. Ils nous disent Fès est le centre d'activité commerciale des Juifs. Fès est le centre d'activité commerciale des Juifs. C'est Ibn Khaldoun, cité par bien sûr Assalam. Comme à Gibraltar et à Tanger, monopole du commerce de l'or, de l'argent et de la lettre dans les villes portuaires et à l'intérieur du pays. On trouve un autre voyageur allemand du 19e siècle, Malzahn, qui nous dit page 6, les Juifs marocains dominent les commerces de gros et de détail à Gibraltar et Tanger, comme dans tout l'intérieur du Maroc. Pitch, il ajoute aussi à cela leur maîtrise de l'artisanat et des langues. Alors cette force, cette vocation à travailler l'or, à faire le commerce, à être de bons traducteurs, n'était pas toujours c'était pas toujours bénéfique pour eux. Ça attisait de temps en temps, ça attirait de temps en temps des concurrences, des rivalités qui allaient jusqu'au conflit. Et des fois, ce n'étaient pas des conflits, disons, verbaux, mais c'était des conflits assez cruciaux.
Alors cette force des commerçants juifs, des artisans juifs, a interpellé justement les Mérinides. Ils bâtirent leur palais, comme j'ai dit tout à l'heure, royal à proximité de l'Allah. Alors les monarques mérinides, qui étaient très illuminés pour leur temps, au XIVe siècle, n'hésitaient pas d'ailleurs à avoir recours à de nombreux conseillers juifs. La célébration de la bataille des Trois Rois, alors là, je l'ai dit, montre aussi l'implication des Juifs dans l'histoire du Maroc. Lors du grand Tritel, ça c'est le saccage, Triti, en arabe on dit Triti, Triti ça vient de là. Le grand Tritel, c'est le saccage de Fès. La communauté juive se réfugie au palais royal. Lors de ce Tritel, ils se réfugient, bien sûr, les portes du palais royal s'ouvraient pour accueillir cette population, pour qu'elle ne soit pas exposée à plus de vexation et d'oppression. Alors Tanger, on l'appelle des fois Tanger la tolérante. C'est la ville sans Allah. Le Wulstein, par contre, il parle même d'un ghetto à Tétouan. Un quartier qui devait être fermé à partir du coucher du soleil. Lenz a testé cet emprisonnement. C'est un autre voyageur. Alors maintenant, le travail qu'il faudrait voir, c'est savoir est-ce que tous les voyageurs ont vraiment vu ça, ou bien l'un a copié de l'autre. Et ça arrive beaucoup dans la littérature de voyage. On trouve beaucoup de voyageurs qui écrivent, qui copient tout simplement ce que d'autres avaient relaté avant eux. Les Juifs fréquentaient avant les Almohades, avant l'arrivée des Almohades, ça veut dire du temps des Almoravides. Ils fréquentaient les mêmes bains publics, les mêmes bains morts, hammam. Pour aller dans un hammam, ce n'est pas évident s'il n'y a pas de la cohabitation, s'il n'y a pas de l'acceptation de l'autre. Le fils de Yusuf Moussachrin, qui était roi bien sûr, sultan, fils de sultan, Ali ibn Yusuf, avait 2 médecins juifs à son service. Et ça montre vraiment c'est le comble de la confiance. Parce qu'avoir à son chevet pour le guérir, les juifs, c'est une grande confiance. La question qui se pose, à quel point les oulémas du temps, les frères, les gens qui étaient chargés de sauvegarder, de diffuser la religion musulmane, jusqu'à quel point ils avaient accepté ça. Tout simplement, ils avaient accepté. Pourquoi? Parce qu'ils savaient exactement que ces juifs ne personnifiaient pas du tout, ne présentaient pas de danger pour le roi ou bien pour son fils. Et c'est des gens qui ont compris justement qu'il n'y a pas de conflit entre les religions telles qu'elles sont, à l'état théorique. Ce que l'être humain en fait, ça c'est autre chose. Mais en tant que religion, les 3 religions monothéistes devraient en principe cohabiter et vivre ensemble sans le moindre problème. Donc c'est maintenant... Alors moi j'ai essayé de chercher un peu les, soi-disant entre parenthèses, les stéréotypes, les clichés qu'on trouve jusqu'à maintenant. Je les ai suivis, j'ai fait le parcours à travers la littérature de voyage. Mais je me rends compte maintenant que ce sont les médias qui, je dirais comme ça, qui gâtent un peu, qui cassent un peu, qui rompent un peu ce vivre ensemble. Parce que ce sont des gens qui vont très vite à la besogne, ils prennent des raccourcis, ils diffusent, ils propagent des préjugés, des fake news, qu'on appelle maintenant les fake news. Et ma foi, qui a encore le temps maintenant d'aller suivre une information écrite sur un journal en caractère gras, ou bien dite à la télévision, ou bien à la radio, qui va maintenant la suivre pour dire est-ce que c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc maintenant, s'il y a un message à envoyer aux gens, c'est vraiment de faire attention à ce qu'on nous livre comme information sur les Juifs, sur d'autres communautés. Je vous remercie.